Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. On est en direct ensemble comme tous les jeudis à 10h45. Vous nous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. C'est le moment du débrief de l'actu. Je vous présente les sujets et les commentateurs juste après. C'est parti pour le grand débrief de l'Actu Tech aujourd'hui autour de la table pour commenter toutes ces news. Séverine Denis est avec nous. Bonjour Séverine. Bonjour Vous Delphine. êtes membre d'Exatrust et aussi la directrice des affaires institutionnelles et réglementaires chez DocaPost. Et puis avec nous un avocat, Louis Soris. Bonjour Louis. Bonjour Delphine. Et Martin Dufourc, directeur général de Artemis Technologies. Vous êtes, vous, un expert en marketing, innovation, expérience client. Alors, de quoi va-t-on parler? On va s'intéresser, par exemple, à l'annonce d'Éric Larchevêque, qui a été... alors, je ne sais pas, tonitruante, je ne sais pas. En tout cas, on en attendait énormément. Il nous a dit que c'était vraiment le projet de sa vie. Ça se passe autour du Bitcoin. Beaucoup d'ambition. Ça m'intéresse d'avoir vos points de vue là-dessus. Vous sortirez vos cartons rouges ou carton vert pour dire ce que vous en avez pensé, chers amis. On va aussi parler du Black Friday pour voir si c'est le moment de tout acheter ou de se mettre au contraire à l'abri parce que les cybercriminels veillent. Enfin bon, on va regarder quels sont les risques et puis surtout, on va essayer de vous donner les bons conseils. Mais on commence avec l'Union européenne qui a choisi de protéger les mineurs en ligne, en tout cas qui avance sur cette voie. Il y a eu un vote important qui s'est fait hier, pas plus tard qu'hier. Et donc, pour lancer cette discussion, nous sommes connectés avec Stéphane Nillon-Courtin, eurodéputée. Bonjour, Madame la députée. Je ne vous entends pas. Alors, pendant que le son arrive, je vais préciser que vous êtes la rapporteure pour le groupe Renew Europe du texte donc adopté par le Parlement européen en session plénière à Strasbourg hier. Plusieurs mesures ont été adoptées autour de la majorité numérique européenne harmonisée. Alors ça, c'est pour si on regarde du point de vue positif. Moi, ce que je note, c'est que pour l'instant, la France n'a pas réussi à faire entendre une majorité harmonisée à 15 ans pour la majorité numérique. Madame la députée, vous nous entendez? Je vous entends très bien, vous m'entendez? Alors, je commence à vous entendre. Super. Vous m'entendez là? Voilà. Si on monte un peu le son pour nous en régie, je pense que ce sera parfait. Bon, très bien. Vous m'entendez? Parfaitement. Bon, merci. Oui, effectivement, il faut regarder le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est que on a réussi à obtenir un large soutien politique de presque tous les groupes sur la protection des mineurs en ligne et en particulier sur la question de la majorité numérique. Sur votre question, la France n'a pas réussi à imposer sa volonté. Je trouve qu'en fait, elle est justement fer de lance et son succès, c'est qu'elle a réussi à emmener avec elle une coalition de volontaires d'États membres, puisqu'on a à l'heure actuelle 25 États membres qui sont prêts à adopter une majorité numérique. Donc vraiment, on sent vraiment une dynamique autour de ce sujet d'une plus grande protection des mineurs en ligne à travers notamment le fait d'imposer une majorité numérique en ligne. Et très honnêtement, majorité numérique pour les mineurs, et très honnêtement, ça ne peut que se faire au niveau européen. C'est-à-dire que la France, elle a un rôle moteur, mais ça ne suffit pas. Vous savez très bien, et même aussi bien que moi, si ce n'est mieux, que face aux géants de la tech, face aux plateformes, face aux réseaux sociaux qui sont extrêmement puissants et tentaculaires, le pouvoir de négociation ne sera plus fort et plus efficace que si on le fait à 27. Si on précise un peu les choses, finalement, cette majorité, elle serait à 16 ans, puisque avant 16 ans, on devra demander l'accord de nos parents pour se connecter aux réseaux sociaux. Et puis, pas seulement les réseaux sociaux classiques, vous avez décidé aussi d'étendre à d'autres services de partage, notamment de partage vidéo. Et puis, avant 13 ans, alors là, c'est interdiction totale d'accès à ces plateformes qui... alors, il va falloir quand même préciser un peu les choses. Quelles sont ces plateformes qui semblent vraiment trop sensibles pour être laissées entre les mains des 13 ans? D'abord, ce que je veux dire, c'est qu'avant 13 ans, c'est interdit, mais ça l'est déjà. La majorité des conditions générales d'utilisation des plateformes des réseaux sociaux fixent à 13 ans l'âge à partir duquel l'accès à ces réseaux et à ces plateformes est autorisé. Donc en fait, c'est juste un rappel dans votre rapport que les plateformes doivent se conformer à leurs propres conditions générales d'utilisation. Ça, c'est pour le premier seuil. Et oui, le seuil de 16 ans... Oui, mais juste, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est dans les conditions générales d'utilisation. Tout le monde est d'accord là-dessus. En tout cas, les Américains ont
la même ligne sur les 13 ans, mais dans la réalité, dans les faits, ça n'existe pas. Donc, ce rappel, est-ce que ce sera plus qu'un rappel? Bien sûr. Alors, c'est d'abord un rapport d'initiative où justement on appelle la commission qui est compétente pour agir à agir justement. Et alors, au-delà de ce rappel et de cette majorité numérique, il faut la mettre en œuvre. Et donc, il faut imposer des conditions de vérification qui soient très importantes et qui soient efficaces, harmonisées au niveau européen. C'est tout le sens, vous en avez peut-être entendu parler, du portefeuille d'identité numérique européen qui est en phase test, et notamment en France, et qui est mis en avant comme étant l'une des solutions les plus prometteuses. Et moi, je dis, nos géants de la tech, nos plateformes qui sont extrêmement valorisées et qui ont beaucoup d'argent, pourraient justement, alors qu'elles appellent souvent l'Europe à légiférer, et se mettre autour de la table et travailler sur ce portefeuille numérique, notamment à travers l'IA. Et je vous interroge, vous, et notamment vos intervenants qui sont des experts en la matière. Oui, sur ce portefeuille, l'avantage, c'est qu'il va permettre de faire des vérifications d'âge avec un double anonymat, donc dans des conditions qui préservent quand même, on va dire, pas l'anonymat, mais enfin, qui préservent la manière dont on partage nos données pour accéder aux plateformes. Sur la précision de quel type de plateforme, moi, c'est la question que je me pose, parce que là, on est en train d'élargir au-delà des réseaux sociaux, mais vous avez peut-être d'autres questions sur ce sujet, la protection des mineurs en ligne. Et moi, je voulais vous interroger, Louis, sur est-ce que c'est un sujet juridique aussi? C'est un sujet juridique, oui, puisqu'on a parlé de conditions générales des plateformes. Moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a un sujet intéressant, c'est que on peut effectivement voir le verre à moitié plein, puisque c'est assez rare que l'Assemblée nationale puisse se mobiliser tous ensemble sur une thématique. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, c'est carrément le Parlement européen. Mais en fait, le sujet se positionne au niveau européen, et c'est ça la difficulté, c'est qu'on disait qu'aujourd'hui, on avait 25 pays européens qui étaient plutôt alignés sur cette position. Il en manque manifestement 2, et c'est un sujet très complexe qui expose nos enfants, et je pense qu'il y a une énorme urgence à agir au plus vite, puisque chaque jour qui passe fait que nos enfants sont exposés à des contenus dont on n'est pas sûr qu'ils soient plutôt bons pour eux. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un sujet aussi des algorithmes à traiter directement avec les plateformes, puisque aujourd'hui, on sait que les plateformes peuvent faire. Si on regarde en Chine, par exemple, l'accès à TikTok sur les mineurs est complètement différent de celui qu'on a aujourd'hui, puisque les contenus qui sont poussés aux jeunes enfants sont des contenus éducatifs. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, c'est plutôt une bonne chose que les mineurs ont ça aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a un sujet juridique, c'est évident, parce que... De faire appliquer. Exactement, dans l'enforçabilité du coup des règles qu'on va mettre. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de cliquer, oui, j'ai 18 ans pour avoir accès, ou j'ai l'âge requis pour avoir accès à telle plateforme. Il faut s'assurer qu'on ait les outils pour s'assurer de l'identité de la personne qui est derrière et de son âge. Et donc ça, c'est un enjeu majeur et qui est juridique, qu'il va falloir s'assurer de l'enforçabilité de tout ça. Et alors, notre députée européenne qui est connectée avec nous va dire qu'il y a aussi des mesures d'encadrement du marketing d'influence vis-à-vis des jeunes. Aujourd'hui, c'est nos limites, c'est ça? On fait un peu ce qu'on veut Alors, nous, chez Hermatis, notre métier, c'est d'être finalement un ensemble d'équipes de technologie et de maîtrise de la data. Et peut-être pour préciser ce que fait notre métier, c'est... C'est pas la question que je vous pose, mais... Oui, mais ça va me permettre d'y répondre. Okay. C'est que nous, finalement, on exécute pour le compte des marques les procédures et l'ensemble des opérations qui répondent à leurs standards relationnels et puis aux contraintes réglementaires. Moi, ce que je peux vous livrer comme témoignage, ou en tout cas comme observation sur le sujet de l'encadrement, c'est que nos équipes sont confrontées au flux d'informations et au flux de contenus qui sont proposés. Oui. Aujourd'hui, on voit qu'un opérateur comme TikTok prétend avoir à peu près 80% de modération automatisée, et puis il y a 20% de modérateurs, à peu près 6000 personnes, dont c'est le métier, et qu'ils ont donc exposé de fait à des contenus que le robot n'a pas réussi ou identifié comme non conformes. Et donc notre métier, nous, c'est d'être confrontés à ces contenus. Donc nos opérateurs ne sont pas des enfants, et pour autant ils sont confrontés à ces contenus qui peuvent être très toxiques. Donc on est plutôt enthousiaste à l'idée de voir une régulation qui arrive à l'échelle européenne. Et donc les modérateurs sont confrontés à ces contenus-là. Les robots ne font pas tout. La régulation va permettre d'encadrer les choses. Et donc nous, on est plutôt motivés à voir le dispositif se mettre en œuvre. Et puisqu'on parlait de la régulation, le sujet de l'encadrement et de l'attestation de l'âge de la personne qui s'inscrit
va être un élément extrêmement important. Et nous, le parallèle que l'on peut faire, c'est qu'on met déjà en œuvre des opérations, notamment dans les univers régulés, avec les solutions de KYC, par exemple, où notre mission est de compléter la machine en se disant, je peux, par l'utilisation de technologies, mais aussi d'humains, valider que la personne qui est en train de proposer ou de s'inscrire dans un service est bien la personne qui correspond aux conditions d'utilisation. Alors, on a quand même déjà les outils. Sur les pratiques des influenceurs, on a aussi des textes. Est-ce qu'on manquait encore je sais pas, d'un accord commun au niveau européen sur ces sujets, Madame la députée? Est-ce qu'il vous semblait important de réécrire tout ça noir sur blanc? On n'a pas parlé aussi, il y a des mesures sur les jeux vidéo pour viser l'interdiction des loot box. Donc des boîtes qui encouragent en fait les enfants qui jouent à dépenser, à acheter. Tout ça, toutes ces pratiques, on les connaît depuis longtemps, puis on en a parlé déjà ensemble par le passé, Stéphanie Yon-Courtin. On sait aussi qu'il faut vraiment agir sur les plateformes, au-delà de décider d'interdire, de limiter les accès. Oui, non mais alors c'est l'esprit du DSA de 2022. C'est la fin de la jungle numérique. Alors effectivement, on a navigué en pleine impunité des plateformes pendant au moins 2 décennies, 15-20 ans. Et donc là, forcément, on est en train de mettre en place tout un système et on est en train de nous poser des règles du jeu. Alors c'est pas facile dans un monde où en face, outre-Atlantique, Trump et ses copains nous font pression sans arrêt. À coup de chantage avec les droits de douane pour ne pas appliquer nos règles. Cela étant, le DSA existe depuis 2022. Effectivement, nous, ce qu'on porte, c'est tout ce qui est interdit hors ligne doit être interdit en ligne, dans le monde réel, doit être efficace, doit se faire au niveau européen. Et c'est ça le maître mot. Vous parliez des influenceurs. Oui, on a la loi Vogetta de Laporte qui d'ailleurs a été passée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'était un truc assez dingue. Vous voyez comme quoi on peut imiter le Parlement européen. Mais au-delà de ça, ils sont en train de retravailler sur une deuxième mouture parce qu'ils se rendent compte que ça va pas assez loin. Et surtout, le numérique n'a pas de frontières. C'est pas à vous que je dois le dire. Et donc, face à ces géants, face à toutes ces techniques qui dépassent nos frontières physiques, on ne peut pas réglementer au niveau national. La limite de la loi influenceur, qui est très bien sur le fond, c'est que justement, elle ne s'applique pas ailleurs. Et on a l'Espagne et d'autres pays membres qui sont en train de faire chacun leur loi. Je peux vous dire, c'est le cadeau de Noël avant l'heure pour nos plateformes. Ils adorent ça, s'engouffrer dans la brèche, fragmenter, aller vers la loi la moins disante. Je veux dire, il n'y a pas de frontières. Et donc, le pouvoir de négociation face à des plateformes, face à des géants de la tech, c'est l'accès d'un marché de 450 millions de consommateurs, d'Européens, potentiellement consommateurs ou qu'ils sont déjà. C'est-à-dire, si vous leur vendez un marché, français de 65 ou 68 millions de consommateurs, ils s'en fichent, ils vont ailleurs. Donc, c'est notre force. Et ça, on ne joue pas assez là-dessus. On est toujours en train un peu de s'excuser d'exister, de s'excuser de légiférer. Donc, oui, il faut un encadrement. S'agissant de vos autres questions, oui, il y a beaucoup d'autres dispositifs qu'on demande à la Commission d'interdire, notamment ces fameuses loot boxes, ces espèces de boîtes à butin numériques ou pochettes surprises numériques qui sont un peu finalement où on demande des encadrements beaucoup plus stricts. Là où on a discuté beaucoup avec nos autres collègues dans leur rapport, c'est sur les jeux vidéo. Il y a tout un marché de jeux vidéo et la France est d'ailleurs très reconnue à l'international au niveau européen sur ces marchés où il y a beaucoup de petites boîtes qui sont des pépites et nous on a voulu préserver ça face à certains groupes un peu extrémistes, notamment l'extrême gauche, les éléfistes notamment parce que c'était une collègue éléfiste qui était sur ce dossier aussi, qui nous disait non c'est des capitalistes, il faut arrêter tout ça. Nous on n'est pas d'accord. Ce qu'on souhaite c'est interdire uniquement ce qui peut représenter un danger pour nos enfants, ces espèces de mécanismes, payer pour progresser, payer pour avancer, toutes les loot boxes qui nous semblent complètement addictives pour nos enfants. En revanche, les jeux vidéo peuvent aussi être éducatifs. C'est aussi tout le sens de notre rapport à la Commission. On n'interdit pas pour interdire. C'est quoi la régulation ? C'est les règles du jeu. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut plus avoir une jungle numérique dans laquelle nos enfants s'engouffrent, deviennent anorexiques, ont des problèmes de santé mentale, se suicident. Vous avez vu en ce moment ce qui se passe outre-Atlantique, c'est-à-dire que la Californie est en train de légiférer pour interdire, pour encadrer les chat box, tous les
compagnon conversationnel parce que on assiste à des suicides de jeunes de 14-15 ans qui deviennent amoureux de leur chatbox et leur chatbox les invitant à se suicider pour se retrouver le plus possible ensemble dans un autre univers numérique. Vous avez inscrit ces compagnons IA d'ailleurs dans la liste des pratiques qui seront à contrôler par les parents. Ouais. Et ça fait partie aussi de toutes les pratiques également, tout ce qui est interface manipulatrice. Donc on demande à la Commission instamment de légiférer là-dessus parce qu'il y a un DSA, mais le DSA n'est pas suffisant. Quelle est la suite, Stéphanie Yoncourtin, là, de ce texte ? La suite, c'est que la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est emparée aussi du sujet. Donc, je l'ai dit, il y a les États membres avec la France d'un côté, 25 États membres. Oui, monsieur qui disait qu'on n'est pas 27, c'est une majorité. Hein. Donc, 25 sur 27, c'est une majorité très écrasante. Ensuite, il y a nous, au Parlement européen, et on est co-législateurs. Donc, c'est nous qui allons encore voter sur les textes de la Commission. La Commission, elle doit agir. Ursula nous a promis, on va voir, hein, les engagements... on sait bien ce que ça donne, mais Ursula von der Leyen nous a promis de convoquer une commission d'experts d'ici la fin de l'année, en tout cas pour justement nous aider à bien fixer l'âge de la majorité numérique. Nous, on est à 16 ans, et je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure qui était très intéressante pour nous dire mais qu'est-ce que vous voulez interdire exactement ? Entre 13 et 16 ans, on souhaite qu'il y ait un contrôle parental, c'est-à-dire on interdit toutes les plateformes dites à risque, les réseaux sociaux, les chatbots, les compagnons IA, sauf autorisation parentale, parce qu'on ne veut pas que ce soit de l'interdiction pour de l'interdiction, on veut qu'entre 13 et 16 ans, justement, s'engage aussi une forme de formation, de dialogue, de pédagogie, à la fois pour les parents, que je suis avec des jeunes enfants, et également les jeunes. Parce que il faut aussi montrer toutes les opportunités de cet univers numérique que vous savez aussi très bien faire à travers votre émission. Donc, la suite, on ne lâche pas, on attend que la Commission mette vraiment maintenant le paquet pour agir au niveau européen. Parce que vous l'avez dit, il y a eu des propositions françaises qui ont été faites, mais encore une fois, c'était complètement contraire au droit européen. Et la bonne dimension, elle est européenne, encore une fois. Si on veut réussir à combattre les géants. On va en parler puisque voilà l'agenda, vous l'avez dit, il pourrait d'ailleurs être assez rapide si c'est d'ici la fin de l'année déjà qu'il y a des premières lignes qui sont données par la Commission, c'est super. Merci beaucoup Stéphanie Yoncourtin d'avoir été avec nous, députée européenne, je le rappelle, groupe Renew Europe. Merci encore. Je vais faire le petit tour de table pour savoir, alors finalement, est-ce que vous avez été convaincu par les arguments de notre eurodéputé ? Est-ce que ça vous semble les bons slots à 13 ans, tout interdit, et jusqu'à 16 ans, on demande l'accord des parents pour se connecter aux plateformes numériques. Le moment où il faut utiliser son carton, c'est un engagement en tant que de père de famille, mais aussi professionnel, oui. Ok. Également, oui. Je suis parfaitement d'accord. Carton oui, vert. Exactement. Okay. Oui, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire ? Pas n'importe comment parce que l'appropriation de ces outils, la régulation a besoin d'un accompagnement déjà. Il faut un accompagnement pédagogique. On ne peut pas avoir une réponse tout technique. Il faut avoir une réponse pédagogique et une réponse technologique. C'est vraiment la position d'Exatrust où on s'engage, où on s'est engagé pendant le cybermois avec cybermalveillance au financement d'un guide de protection pédagogique en direction des enfants des 9-11 ans parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont exposés. Et il faut leur expliquer, leur donner les moyens de comprendre pour se protéger eux-mêmes. Parce qu'on n'interdira pas... aujourd'hui, on a des faits. 3/4 des enfants ont un compte avant 13 ans. Et ils reçoivent leur premier smartphone ou leur première tablette entre 9 et 11 ans. Donc ils ont les outils. Au moment où ils vont rentrer au collège. Et au moment où ils rentrent au collège. Nous sommes responsables et en tant qu'association, on prend notre part. Et encore une fois, avec Cybermalveillance, on a financé ce guide qui est distribué aux 70 000 abonnés d'Astrapi pour qu'on leur donne des outils personnel. Ensuite, c'est vrai qu'il ne faut pas faire comme si l'interdiction, c'était la solution. Exactement. Parce qu'il faut aussi qu'ils apprennent ce numérique. Il faut qu'ils apprennent et qu'il faut qu'ils deviennent autonomes et éclairés. Et puis, il y a la solution technique. Et cette solution technique ne peut pas être faite n'importe comment. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une réelle appropriation du grand public. Il faut qu'on ait confiance, nous tous. Et cette confiance, elle ne peut être garantie que si les experts, les solutions qui seront mises en place sont réalisées par des tiers de confiance qui pourront garantir une réelle confidentialité.
vous l'évoquiez tout à l'heure, on manipule des données personnelles. On va manipuler des images faciales. On va peut-être même utiliser de l'IA. Donc toutes ces techniques, elles existent, elles sont au point. Mais il faut qu'on soit certain, vous l'avez évoqué, le zero knowledge proof, il faut être certain que celui qui va donner l'attribut, pardon, je jargonne, qui va dire plus ou moins de 13, plus ou moins de 16, plus ou moins de 18. Informations pour remonter. Exactement. Ne sache rien d'autre. Le fil et de ça, la navigation. La bonne nouvelle, c'est que ça existe en France. C'est que les membres d'Exatrust, on a beaucoup de mal à l'imposer. Hein. Mais ça existe et il est important de savoir que des acteurs européens et français répondent parce qu'ils ont une expertise depuis de nombreuses années, comme IHS Trust ou comme DocaPost, en matière de contrôle de l'âge à distance. On a bossé sur ces solutions, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler. On enchaîne avec notre autre sujet. Je vais vous demander tout de suite votre avis sur l'annonce d'Éric Larchevet qui nous dit en gros qu'il veut faire du Bitcoin le nouvel étalon or. Est-ce qu'il vous a convaincu avec son projet ou pas? Moi, je suis sévère. Je suis sévère aussi. Je suis plutôt... je demande à voir. Est-ce qu'il y a un carton vert dans cette salle? Ça va être difficile, mais plutôt non. Ouais, bon. Alors, on va quand même rappeler ce qu'il a annoncé. C'est le cofondateur de Ledger. Donc, voilà, il a quand même fait preuve d'une connaissance dans ce domaine et puis même d'une belle success story. Et donc, il annonce la naissance de The Bitcoin Society. C'était lundi soir. Il dit que c'est le projet le plus important de sa vie. Tout ça autour de 3 axes. D'abord, il crée une Bitcoin Treasury Company. Ensuite, une Network Society. Et puis, un club premium. Alors, ce club premium, j'ai envie de dire, c'est la moins grande nouvelle parce que des clubs d'investisseurs, il y en a un paquet déjà. La Bitcoin Treasury Company, si j'ai bien compris, moi, j'avoue que j'ai complètement découvert le sujet au moment de sa keynote. C'est quelque chose qui se met en place petit à petit, de créer des réserves de Bitcoin. Et alors, la Network Society, là, il m'a un peu perdu. C'est un nouveau modèle de société. Qu'avez-vous pensé de ça, du modèle d'affaires et du modèle de société qu'il propose? Louis. D'abord, on est sur une entreprise de communication, donc ça m'étonnerait qu'il commence ce grand projet en disant que ce serait le moins important, ou en tout cas quelque chose à l'eau tiède. Donc c'est beaucoup de communication. Et il a pris un gros risque quand même en disant que c'était... Oui, alors il faut faire attention aux effets de communication parce que je me rappelle des annonces de Monsieur Larchevêque l'année dernière à cette date-ci, quand Trump avait gagné la présidence américaine, qui nous disait que le Bitcoin au mois de juin 2025 serait à $250 000. Oui. C'est pas le cas. Donc, il faut faire attention sur ces effets d'annonce, notamment quand on s'adresse à des personnes, à des consommateurs qui vont investir et qui vont peut-être y croire dur comme fer. Donc je pense que évidemment il a peut-être raison et c'est peut-être le projet de sa vie et c'est formidable. Je dis juste que les personnes qui l'écoutent, les personnes à qui il va s'adresser, parce qu'il a un large panel de followers sur les réseaux sociaux, on vient un peu à la même thématique, doivent faire attention à ce qu'ils entendent et que évidemment c'est pas pour argent comptant et c'est un peu le modèle. Et ce modèle d'affaires, vous le voyez émerger là? Oui, alors ce modèle d'affaires existe déjà aux États-Unis depuis bien longtemps. Ouais. Il y a la société qui s'appelle MicroStrategy, qui est une société qui est cotée au Nasdaq et qui fait ça et qui achète tous les mois, tous les trimestres des millions, des centaines de millions de dollars de Bitcoin. Donc c'est ce qu'il veut reproduire et finalement il va se retrouver avec une société parce qu'il a racheté une société qui est cotée actuellement. Et, alors il dit que c'est important pour lui qu'elle soit cotée pour que tout le monde puisse être actionnaire. C'est vraiment un projet mondial. C'est une coquille vide qu'il a rachetée justement pour gagner 1 an de formalités administratives. Et ils vont acheter du Bitcoin et faire en sorte qu'ils puissent avoir des souscripteurs qui viennent actionnaires de sa société par l'intermédiaire d'un exchange. Et ça, c'est un modèle transparent? C'est un modèle transparent et en fait, le modèle et en tout cas la valorisation des titres de cette société va fluctuer en fonction des variations du Bitcoin. Donc voilà, maintenant, c'est un sujet bien plus vaste parce qu'on n'ira peut-être pas dans le détail de ce que c'est que le Bitcoin, mais voilà, il faut croire à la philosophie du Bitcoin puisque c'est quelque chose de très sérieux. Il y a des choses derrière et il se met sur ce créneau-là, mais ça existe déjà beaucoup aux États-Unis. Mais encore une fois, c'est quand on joue avec l'argent des Français, il faut être assez prudent et je pense que les effets d'annonce un peu gonflants méritent d'être mesurés. Vous dites prenons un petit peu de recul. Prenons un peu de recul et faisons attention. Ouais. Et sur le projet Network Society, donc vraiment, c'est créer un nouvel ordre politique, même, parce que c'est assez politique son discours.
Bah oui, tout à fait. À partir du moment où vous prévalez d'un trésor en Bitcoin et vous avez une capacité d'influence du fait de votre trésor, moi, ma lecture de ce que j'ai compris d'un Network Society, c'est de se dire, je joue un rôle quasi de banque centrale, puisque je peux défendre le fait que j'ai une capacité financière. Alors pour moi, je ne suis pas spécialiste peut-être autant que nous. J'ai plutôt levé mon carton rouge parce que je demande à voir, je demande à comprendre. Je pense comme beaucoup de gens qui ont vu les informations qui ont circulé. Voilà, je reste en attente d'en savoir plus. Et beaucoup d'éléments ont été annoncés, beaucoup d'éléments ne l'ont pas été. Le sujet de la capacité à prouver, par exemple, qu'en permanence, les bitcoins sont bien détenus par la société, ça, c'est une question, moi, que je me pose. Je me pose également la question de comment est-ce que The Bitcoin Society va pouvoir organiser la validation des transactions de manière aussi sécuritaire que possible. Donc voilà, je reste en attente de mieux comprendre le modèle. On est tous d'accord, on va observer. Et puis j'imagine qu'on va petit à petit en découvrir un petit peu plus sur son projet, parce que là, c'était vraiment juste dévoiler quelques grandes lignes. On n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais quand même qu'on termine avec le Black Friday. C'est demain, donc va y avoir plein de super bonnes affaires, même si ça fait déjà 3 semaines en vrai qu'on a des bonnes affaires du Black Friday. Mais Black Friday, oui. Ça sera encore mieux demain. Mais on sait aussi que c'est une période qui est très 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 prisée par les cybercriminels, n'est-ce pas ? Absolument, et c'est aussi l'opportunité de rappeler qu'il faut former et encore former, et que les consommateurs qui vont acheter pendant le Black Friday, donc moi, sont aussi des collaborateurs, et que c'est l'opportunité de former en entreprise aux bons réflexes, à l'analyse des cyberattaques. C'est quoi la principale attaque là, pendant le Black Friday ? Là, aujourd'hui, on va avoir des faux sites, des fausses annonces, du phishing, des textos qui vont nous emmener sur des sites frauduleux pour détourner l'action d'achat. Et on nous dit qu'il faut faire attention quand c'est trop beau pour être vrai. Bon, c'est forcément une arnaque, mais pendant le Black Friday, c'est souvent trop beau. C'est souvent trop beau, d'autant plus quand on utilise les ressources informatiques de l'entreprise. Et donc, il faut aussi avoir conscience qu'il faut former... C'est aussi un sujet en entreprise. C'est un sujet, puisqu'on augmente la surface d'attaque. Les attaqués sont les personnes qui utilisent des outils. Et entre le BIOD et le Shadow IT, il faut rappeler qu'on doit protéger nos collaborateurs en leur rappelant les bonnes pratiques pour se méfier effectivement, quand c'est trop beau, il y a un risque de détournement de l'action d'achat. Martin, vous vouliez dire quelque chose là-dessus ? Oui, alors nous, on est effectivement l'opérateur qui ont le service client des marques. Donc, on voit bien l'explosion des interactions qui arrivent pendant la Black Friday Week ou le mois du Black Friday, suivant les marques. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que nous, on n'observe pas de déformation significative des motifs de contact dans nos équipes. C'est-à-dire quand on fait le service client d'Intersport, la majorité des demandes restent encore une demande de disponibilité de produits, un retour produit. Donc oui, il y a certainement une hausse en nombre des fraudes, mais en proportion dans les interactions qu'on gère avec les marques, c'est pas significatif. Alors est-ce que c'est un motif de réjouissance sur la Black Friday ? Je ne le sais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on observe, comme tout le monde, une croissance frénétique des faux sites. Et je crois qu'une étude récente démontrait que 3 emails sur 4, dont la thématique ou qui contiennent le terme Black Friday, sont des emails frauduleux. Donc le sujet du phishing, la FEVAD nous le dit, 60% des cas de fraude sont liés au phishing. Donc c'est pas tous aux abris, mais enfin, on ouvrez bien les yeux quand même. Merci beaucoup à Séverine Denis qui était avec nous pour Exatrust, Louis Soris, avocat d'affaires, et Martin Dufourc d'Armatis, je vais y arriver, technologie. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech, on était en direct. Comme tous les jeudis, on se retrouve à 10h45 la semaine prochaine. Bonne journée.